Bonjour à tous, bienvenue du coup sur cette matinale du réseau d'observation sociale et sanitaire. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Suzanne, on va s'intéresser à deux focus autour de l'observation et observation plus ruralité. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous laisser entre les mains de nos intervenants, je vais rappeler, donc du coup, Suzanne, je te demanderai de passer juste un peu le principe pour pouvoir, bien entendu, interagir durant les interventions ou après les interventions. En gros, dès que vous avez une question à poser, utilisez bien le petit module discussion, le petit chat, donc petite icône en bas du Zoom. Posez toutes vos questions à l'intérieur de ce chat et du coup, les intervenants y répondront à la suite de leur présentation. Avant de laisser la parole à notre animateur fil rouge de cette matinale, Johan Martin, je vais juste faire un petit sondage. Vous en avez l'habitude pour ceux qui sont déjà venus sur d'autres événements du ROS pour savoir comment vous avez eu l'invitation pour cet événement. Je vous laisse le temps de répondre. On vous laisse encore une petite quelques secondes. Voilà, je vais mettre fin au sondage. Et donc, très rapidement, parce que je pense qu'on va pas s'épancher là-dessus, mais bon, globalement, voilà, mail d'invitation du réseau, donc pour des personnes qui sont déjà inscrites au sein du réseau, mais également des transmissions dans vos réseaux propres à chacune de vos structures, de vos associations. Donc ça, c'est très bien, c'est très intéressant. On n'a pas d'habitude, on n'a pas, on a quand même 5%. On a une personne qui a vu sur LinkedIn, donc c'est très, très bien, c'est très intéressant. Maintenant, je vais tout de suite, pour ne pas perdre du temps, parce que l'ordre du jour est riche, passer la main à Johan Martin, qui va driver aujourd'hui cette matinale. À toi, Johan. Merci Stéphanie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Johan Martin, je travaille au sein d'une structure qui s'appelle l'ACEPT Franche-Comté-Bourgogne et qui est une association satellite de la MSA. Ce matin, nous allons travailler avec vous et vous présenter plusieurs démarches d'observation qui ont eu lieu au sein de la MSA, avec un rappel rapide. La MSA, deuxième acteur de protection sociale en France, avec 5 millions de personnes qui sont touchées et qui sont couvertes par un régime de protection sociale, avec la particularité d'être un guichet unique, c'est-à-dire qu'elle regroupe les opérations de santé, famille, retraite, accident du travail, mais également assurance chômage, qui fait que c'est un acteur de premier plan pour le monde rural et pour le monde agricole. En complément de sa mission de service public, la MSA également prend en charge la médecine du travail et la prévention des risques professionnels. C'est une organisation guichet unique qui lui permet aujourd'hui d'être un acteur de premier plan au niveau territorial. Au-delà de tout ça, également une offre de service sur les territoires qui permet d'avoir un vrai positionnement stratégique ancré au service du monde rural. C'est l'objet de la matinale de ce matin. Depuis 2019, la MSA s'est également dotée d'un conseil scientifique et d'un projet scientifique autour des questions d'observation et d'études de recherche, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en capacité de vous proposer cette matinale parce qu'on répond à un vrai désir de compréhension du monde rural en menant des travaux qui sont très nombreux, très variés, notamment au niveau du mal-être agricole. Récemment, vous avez pu voir un nouveau plan mal-être au niveau national, qui a été le fruit justement d'un travail très, très, très proche avec la MSA. Et les démarches d'observation qui sont menées sur les territoires permettent justement d'alimenter ces réflexions pour justement l'amélioration de la santé des assurés sociaux au sein de la MSA. En Bourgogne-Franche-Comté notamment, ce matin, on vous propose 2 thématiques autour d'études sociologiques plutôt qualitatives qui ont été menées sur ces dernières années et qui sont notamment en cours. Effectivement, vous avez vu dans les présentations, le monde rural, c'est des représentations opposées, c'est de l'accès aux soins, des questions de positionnement social, de mal-être. Et on a cherché ce matin, en invitant Hélène Cléo-André et Dominique Jacques Jouvenot, à venir vous présenter
ces démarches qui vont nous permettre d'approfondir un petit peu plus les thématiques sociales, de santé et surtout d'observation, ce qui est la thématique du ROS. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais vous introduire Hélène Cléo qui va être en première intervention. Néanmoins, avant, vous l'avez compris, le ROS, c'est aussi une affaire de sondage et nous aimerions vraiment beaucoup savoir qui êtes-vous pour un petit peu mieux saisir votre positionnement et l'origine de vos structures. Donc, pareil, comme tout à l'heure, on vous laisse le choix de répondre pendant quelques secondes. Encore une dizaine de secondes pour vous laisser répondre. Et je mets fin au sondage. Et je te laisse commenter, Johan. Tout à fait. Eh bien, nous voyons que les chargés d'études et d'observation statistique sont en force ce matin, des professions liées au social et à la protection sociale également, et les autres professions. Alors, les autres professions, c'est toujours frustrant parce qu'on se demande toujours qui se cache derrière votre profession, mais rassurez-vous, nous n'avons pas de nouveaux sondages sur ce sujet. Merci beaucoup pour votre participation. Écoutez, je vais vous présenter Hélène Cléo, qui est responsable du pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique Bourgogne-Franche-Comté et qui va vous présenter la démarche de diagnostics territoriaux qui ont été menés au MSA. On vous propose une intervention d'Hélène pendant une trentaine de minutes. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je me ferai un plaisir d'ensuite pouvoir relier ces questionnements et nous aurons un temps d'échange à l'issue. Merci à tous et toutes d'être là ce matin et à toi Hélène. Merci Johan, bonjour à tous et à toutes. Alors, ce n'est pas un exercice toujours simple de parler à son ordinateur, mais on va essayer de le faire correctement. Moi, je vais vous présenter du coup la démarche des diagnostics territoriaux de la mutualité sociale agricole qui ont été mis en place alors en réflexion à partir de 2014 et puis déployés en 2016. Il y a deux phases dans ces diagnostics territoriaux. Il y a une première approche qui est quantitative, parce que l'objectif, c'était de pouvoir avoir une connaissance objectivée et à partager avec d'autres institutions pour pouvoir mettre en place des plans d'action. Et puis, derrière, il y a eu une proposition pour ajouter une phase qualitative, et je vais m'intéresser un petit peu plus à cette partie-là, parce que c'est ça ma spécialité. Ces diagnostics territoriaux, ils avaient vocation à renseigner l'accès aux soins primaires en milieu rural. Donc, l'accès aux soins primaires, c'est médecins généralistes, pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes, ça peut être orthophoniste, chirurgien, dentiste, ça dépend. C'est vraiment quelle est la première offre de soins de santé plutôt ambulatoire en milieu rural et comment les personnes y accèdent. Pour la partie quantitative, il y a tout un travail qui a été fait, qui a fait l'objet d'une publication scientifique autour de construction d'indicateurs. Donc, ils ont commencé avec 54 indicateurs, je crois qu'ils en ont rajouté à la fin, on en était à 72. Et surtout, ces indicateurs, ils sont organisés en 7 thématiques, donc des données démographiques, des données socio-économiques, des données de santé, donc là, c'est les données de l'assurance maladie, des données concernant l'offre ambulatoire, d'autres données concernant l'offre hospitalière, des données concernant l'offre médico-sociale et des données sur la prévention. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche multithématique et la plus complète possible de l'accès aux soins en milieu rural. Alors, les indicateurs, c'est bien, c'est très pratique. En plus, ils ont choisi de déployer cette approche quanti sur les bassins de vie. Donc, les bassins de vie, c'est une échelle qui a été créée par l'INSEE. Donc, c'est vraiment une échelle de données statistiques. Donc, il y a énormément de choses. Et puis, c'est des petits territoires, c'est très pratique. Mais par contre, sur le territoire vécu, ça ne parle pas vraiment aux gens, quoi. On ne sait pas dans quel bassin de vie on vit, on ne sait pas comment il s'appelle. Ce n'est pas une échelle du territoire vécu. Et puis, les données statistiques sont pertinentes, mais elles ne montrent pas plein de choses, tout ce qui est informel, tout ce qui est l'ordre, l'organisation. Et quand on parle d'accès aux soins primaires, ça peut quand même être très important d'avoir ce genre d'informations-là. Donc, l'idée, ça a été de déployer cette approche quanti sur
tous les bassins de vie de la France hexagonale. Donc, chaque caisse de MSA s'est emparée de ce projet. Et puis ensuite, il était demandé de repérer un bassin de vie qui avait l'air particulièrement fragile ou pour lequel les résultats quanti étaient surprenants ou pour lequel il y avait une volonté d'intervenir parce que, je ne sais pas, par exemple, vous savez qu'il y a des médecins généralistes qui allaient partir à la retraite. Donc, d'identifier un bassin de vie pour lequel on allait déployer ce qui a été appelé un volet qualitatif, c'est-à-dire soit un volet approfondi, en fait. Et donc, du coup, il y a 35 volets qualitatifs qui ont été réalisés sur le territoire hexagonal. Et ça, c'est assez remarquable parce que, en fait, c'est rare, voire inédit, d'avoir comme ça une démarche qui se déploie sur autant de territoires en même temps. Il y a un protocole qui a été proposé pour avoir une certaine homogénéité dans le recueil des données qui allait être fait. Donc, on était parti sur une quinzaine d'entretiens semi-directifs et 2 focus group, un protocole qui a été plutôt bien respecté. Donc, ça fait énormément de données recueillies et collectées. La plupart des diagnostics ont été faits par des étudiants niveau Master 2, alors avec une grosse majorité d'étudiants en sociologie, mais aussi des gens en économie sociale, en psychologie sociale, en santé publique, parce que les caisses de MSA n'avaient pas les compétences en interne pour réaliser ce recueil de données qualitatives qui est spécifique et qui nécessite une formation. Alors, je vais vous montrer, pour que vous puissiez visualiser, je n'ai pas grand-chose à vous montrer, mais quand même ça, c'est important, où se situent les bassins de vie qui ont été investigués. Donc, vous voyez à l'écran, alors là, on a pris les communes parce qu'on a voulu montrer les territoires qui avaient été réellement investigués. Et ce n'est pas que des bassins de vie. Pour le qualitatif, on a débordé cette échelle-là pour être plutôt en général sur les communautés de communes. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est quasiment que ce sont que des territoires qui sont à des frontières départementales. Et ça, c'était assez intéressant parce que du coup, ça montre bien que l'organisation territoriale française, qui a été construite autour des départements, l'échelle des départements, pour que d'un chef-lieu à un autre, on puisse y être à l'époque en une journée de cheval, elle a organisé durablement et profondément le territoire français. Et puis, du coup, ça vous donne un petit peu une idée des territoires investigués. Alors, hop, je vais changer. Hein. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est un travail de méta-analyse. Donc, une analyse des 35 volets qualitatifs des diagnostics territoriaux. Donc, une analyse des données secondaires qui ont été faites. Cette analyse, elle se base sur 560 entretiens semi-directifs qui ont été réalisés et 35 focus group. Alors, il y a eu peu de focus group parce que finalement, les étudiants, ils ne sont pas bien habitués à cette technique de recueil qui est un peu délicate et qui nécessite des 2 personnes. Donc, elle a été un peu moins souvent mobilisée que les entretiens semi-directifs. Les entretiens semi-directifs, on avait demandé à ce qu'ils soient faits auprès de 3 populations. Les professionnels de santé du coup installés sur le territoire, en libéral ou en structure hospitalière, le cas échéant, des élus locaux, des élus de la mutualité sociale agricole et des usagers. Et ça a été bien respecté. Et on ne s'attendait pas à avoir une telle richesse dans les données qui ont été recueillies. C'est-à-dire qu'on avait proposé des guides d'entretien qui ont été un petit peu aménagés, mais à la marge, pour poser des questions sur, par exemple, aux professionnels de santé, leur organisation, leur pratique de soins, sur leur patientèle, aux usagers, du coup, aussi sur leur pratique de soins, sur leur mobilité, leur façon de se déplacer pour leurs actes de la vie quotidienne, pour aussi avoir des informations sur les représentations du territoire. Et on a des données qui, évidemment, concernent l'accès aux soins primaires, mais on a aussi des données qui dépassent largement ce cadre et qui parlent d'un mode de vie, un mode de vie en milieu rural avec des représentations qui sont très, très opposées de cette vie en milieu rural, où on oppose d'un côté le calme de la campagne et puis une vraie solidarité entre les personnes qui vivent sur ces
territoires-là. Et puis, de l'autre côté, des représentations d'une vie à la campagne comme dans un territoire en déclin, en fait, avec des populations qui se paupérisent. Et ça, c'est un résultat très intéressant et très pertinent qui montre aussi qu'il y a deux populations qui sont particulièrement fragiles et vulnérables, les populations, les personnes âgées, et puis une population précaire qui apparaît, qu'on retrouve dans de nombreux diagnostics territoriaux. Alors, soit directement dans les entretiens avec les usagers, soit dans les entretiens avec les professionnels de santé, les professionnels du social. Qui du coup est une information intéressante parce qu'elle permet d'aller rechercher les modalités d'installation à la campagne. Il y a des gens qui vivent à la campagne, qui y travaillent depuis toujours et qui héritent de la ferme et qui continuent à travailler dans la ferme, par exemple. Et puis, il y a des gens qui cherchent à acheter et qui vont un peu plus loin que la ville dans laquelle ils travaillent pour pouvoir devenir propriétaires d'une maison. Et du coup, ces personnes-là peuvent rapidement être en difficulté s'il y a par exemple une perte d'emploi, puisque du coup, les territoires qu'on a investigués sont les territoires dans lesquels il y a peu d'offres d'emploi directement. Donc, tous ces éléments-là, ils vont venir donner des informations sur les besoins de la population en termes de soins primaires et puis aussi les difficultés d'accès. Et puis, d'un autre côté, sur les pratiques des professionnels de santé et leurs difficultés à répondre à une demande. On le sait, ce n'est pas un élément nouveau. Là, je ne vais rien vous apprendre. Le nombre de médecins généralistes est en train de diminuer du fait des départs à la retraite. Et le territoire rural n'est pas très attractif pour les plus jeunes, et surtout à mesure qu'on s'éloigne des villes conséquentes des départements et des régions. Donc, il y a finalement assez peu d'installations et ça génère de réelles tensions au sein des territoires. Alors, des tensions entre les professionnels de santé et les usagers, et surtout peut-être entre les professionnels de santé et les élus territoriaux et entre élus territoriaux. Ce qui nous donne une image de dynamique territoriale qui peuvent être concurrentielles dans la recherche de médecins généralistes avec des échelons de territoires qui cherchent à avoir chacun son médecin généraliste ou sa maison de santé pluriprofessionnelle. Et c'est vrai que les maisons de santé pluriprofessionnelles ou les MSP, ça apparaît un petit peu comme la solution miracle, sauf que ce n'est pas toujours le cas et qu'on a quand même plusieurs témoignages de maisons de santé pluriprofessionnelles qui ont été initiées par des collectivités territoriales et qui sont vides, du coup, parce qu'elles ont été réfléchies sans les professionnels de santé. Donc voilà, les professionnels et puis du coup sans tenir compte des dynamiques territoriales réelles. Moi j'ai réalisé deux volets qualitatifs de diagnostics territoriaux en Bourgogne et en Franche-Comté pour éprouver un petit peu le dispositif. Et on voit bien que sur l'échelle d'une communauté de communes, il peut y avoir des dynamiques territoriales qui sont complètement opposées. Je pense à Châtillon-sur-Seine pour s'il y a des Bourguignons. La communauté de communes de Châtillon-sur-Seine, il y a une frontière naturelle au plein milieu, une grosse forêt. Et en fait, les gens ils vont soit du coup vers le nord, soit vers le sud. Mais à un moment donné, ça ne coïncide pas du tout. Le territoire vécu ne coïncide pas avec l'échelle géographique communauté de communes. Donc, il vaudrait mieux, si on est extérieur et qu'on essaye de penser quelque chose un peu comme ça, il vaudrait mieux avoir deux projets territoriaux pour l'accès aux soins primaires sur ces territoires-là qu'un seul. Et si on n'en a qu'un seul, on prend le risque que ça ne fonctionne pas. Mais ça, c'est pas mes histoires. Sur les professionnels de santé, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit, on voit dans les 35 volets qualitatifs des essais, des tentatives de trouver des solutions pour répondre à la demande à chaque fois qu'il y a un départ en retraite d'un de leurs confrères. Et on voit qu'en fait, c'est un peu les mêmes choses qui sont essayées. Donc, ne plus prendre de rendez-vous, ne plus faire de visite à domicile
Et en fait, on a des discours de professionnels de santé qui sont eux-mêmes en difficulté parce qu'ils ont des journées, il y en a un qui racontait, j'ai fait 47 consultes, je rentre chez moi, il est 22 heures et mon inquiétude, c'est d'avoir oublié quelque chose de grave. Donc, à un moment donné, la question des bonnes conditions pour bien prendre en charge la patientèle et la population, elle est présente. Et en fait, elle est pas tant que ça entendue de la part des médecins généralistes auprès de la population comme auprès des élus locaux. À l'inverse, les infirmiers en exercice libéral, ils ont une cote absolument incroyable. Tout le monde s'accorde à dire qu'ils font leur maximum, qu'ils sont toujours présents, qu'ils présentent. Alors, qui sont toujours présents, pardon, et qui répondent toujours présents. Alors, ils sont c'est une population professionnelle, pardon, qui est moins en tension que les médecins généralistes. Mais ça peut quand même arriver. Il me reste encore un peu de temps, Johan? Oui, je prends ça pour un oui. Tout à fait. Il te reste encore un peu de temps. Tu as encore 10 minutes, voire même un quart d'heure. Alors, du coup, je vais peut-être insister sur un point qui me paraît vraiment important, c'est sur l'apport de ces données qualitatives. Tous les éléments que je viens de vous dresser assez rapidement parce que je ne voulais pas trop perdre de temps sur les résultats. Et je vous en ai fait une petite sélection, mais il y en a plus que ça. Tous ces éléments-là, on n'y aurait absolument pas eu accès s'il n'y avait pas eu du qualitatif qui avait été fait. Et donc, ce qui nous permet de vous présenter ces résultats aujourd'hui, je le répète, c'est 560 entretiens semi-directifs. Alors, qui ont duré en moyenne, mais alors c'est du déclaratif, plus de 3 quarts d'heure. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui ont été très courts, mais qui n'ont pas été pris en compte dans l'analyse. Il y en a qui ont été beaucoup plus longs. Ça a été un peu difficile pour les étudiants d'avoir des entretiens assez longs avec les médecins généralistes parce que c'est une population qui est très occupée et puis peut-être que les étudiants se laissent un peu impressionner aussi, c'est possible. En tout cas, il y a quand même eu plus de 80 entretiens qui ont été réalisés auprès de médecins généralistes. Donc, c'est quand même pas rien. Sur 35 territoires, ça permet de voir en fait et d'entendre des discours, des pratiques et des représentations qui coïncident dans des lieux différents. Donc, ça nous permet d'avoir un niveau de preuve scientifique qui est très pertinent et du détail dans les explications qui est intéressant. Alors là, ce que je vous dis, c'est, encore une fois, je le répète, nous, moi, j'ai travaillé sur les données secondaires. On n'a pas pu faire le travail qu'on aurait voulu sur les données brutes, c'est-à-dire sur les entretiens semi-directifs eux-mêmes. Mais on a quand même déjà la richesse des matériaux, des volets qualitatifs qui nous laissent supposer qu'on pourrait aller encore plus loin si on pouvait travailler sur les données brutes. Mais ça, c'est un travail encore plus conséquent. En tout cas, sur ce type de dispositif, de déployer une démarche qualitative dans des territoires qu'on ne peut pas dire complètement différents parce que du coup, on a une approche quantique qui nous a quand même permis de faire un choix et qui nous permet de les comparer, mais qui peuvent être quand même très différents dans ce que les gens en disent, dans ce qu'ils nous racontent de leur pratique territoriale, de la prise en compte du relief, des frontières départementales, qui peuvent être concrètement pour des professionnels un vrai problème et une vraie complication dans leur quotidien. On n'y aurait absolument pas accès si on s'était contenté d'une approche quantitative. Et puis, le bénéfice, on va dire, bonus d'une démarche qualitative, c'est qu'il y a un enquêteur qui va sur le terrain et qui passe du temps et qu'on voit et qu'on repère et du coup qui permet aussi de faire du lien. À Châtillon-sur-Seine et à Jussey, les 2 diagnostics territoriaux que moi j'ai fait, on allait faire une restitution publique où on a invité tous les gens que j'avais interviewés, tous les gens qui avaient participé à des focus group et puis plus largement les élus locaux. On avait demandé à ce que ce soit relayé.
Et on y allait à plusieurs institutions, donc avec l'Agence régionale de santé, avec l'assurance maladie, régime général, avec évidemment la mutualité sociale agricole et la SEPT, avec l'idée de pouvoir proposer les résultats que nous, on avait les résultats auxquels on aboutissait après le travail de recherche qu'on avait mené, de les proposer à la discussion avec la population et les élus et de leur donner la possibilité de s'en emparer pour derrière mettre en place des actions, alors avec le soutien d'institutions, j'allais dire éventuellement, mais en fait c'est plutôt évidemment parce que c'était aussi un peu un des objectifs et ça a plutôt bien marché. Je me souviens de la restitution à Jussé où à un moment donné, il y a eu une petite prise de bec, pour le dire poliment, mais qui a pu être dépassée. Et en fait, ces temps-là, ils sont précieux parce qu'on réunit des personnes différentes autour d'un même thème qui les concerne. Et à un moment donné, on pose la question de, voilà, nous, on a vu ça, il y a des institutions qui sont prêtes à s'investir, qu'est-ce qu'on en fait, comment on s'en empare pour avancer. Et dans les deux cas, il y a eu des groupes de travail, groupes de travail qui sont mis en place sur des thématiques précises et qui ont été accompagnés. Alors après, les suites, c'est peut-être pas moi qui pourrais en parler le plus, mais quand même, il y a eu, dans les deux cas d'ailleurs, des installations de médecins généralistes. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'on appelle le volet qualitatif, qu'il y a des médecins généralistes qui se sont installés, mais en tout cas, la question d'attirer des nouveaux médecins généralistes, elle a pu être empoignée un peu différemment du fait qu'il y a eu ce volet qualitatif qui a été fait et surtout la restitution publique à l'ensemble des parties prenantes. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, il faut signaler qu'Hélène a pu participer aussi à ces travaux parce qu'elle était ancienne également salariée de la MSA et de la SEPT, d'où sa connaissance un peu précise de ce dispositif et le rôle particulier qu'elle y a joué. Vos écrans et l'écran du chat est resté désespérément vide, mais vous avez sans doute des questions ou des demandes de précision à formuler, peut-être qui pourraient apporter des éléments complémentaires. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous souhaite prendre la parole? Alors, soit j'ai été incroyablement claire, soit, comme tout le monde est caché. voilà, les gens n'osent pas. Alors, si des personnes souhaitent prendre la parole, il faut qu'elles nous l'indiquent dans le chat. Et on ouvrira les micros et les caméras des personnes qui souhaitent parler. Sinon, des questions peuvent être posées directement dans le module de discussion. Donc, vous souhaitez parler, dites-le nous dans le module de discussion. Merci, Suzanne. Moi, j'ai peut-être une question, Hélène, Cléo. De ces 35 diagnostics, qu'en a-t-il été fait derrière pour la valorisation des résultats? Alors, du coup, on a produit un rapport de synthèse des 35 diagnostics qu'on a remis... Je viens de voir la question de le chat. Qu'on a remis à la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et il y a un article scientifique qui est en cours de rédaction. Merci. Céline, oui, Michel nous demande s'il est possible d'avoir quelques statistiques en complément de l'aspect qualitatif. Ah, c'est plutôt le qualitatif qui complète le quantitatif. Quelques données statistiques, ça va être un peu compliqué, mais il y en a. C'était une proposition qu'on avait faite d'ailleurs parce que la méta-analyse qui a été faite sur le volet qualitatif
ne l'a pas été, sauf erreur de ma part, sur le volet quantitatif, alors qu'on aurait pu avoir des éléments de comparaison. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que sur les 35 bassins de vie qui ont été investigués en quanti de mémoire, il y en a 5 qui avaient une structure MCO, une structure hospitalière médecine chirurgie obstétrique, ce qui est très peu. Ouais, ça va être quelques petits éléments descriptifs, mais je ne vais pas avoir grand-chose de bien détaillé à vous dire sur le quantitatif. Par contre, les données du diagnostic territorial de la mutualité sociale agricole, si ça vous intéresse, elles sont disponibles en open data sur GeoMSA, qui est du coup, GeoMSA, c'est le système d'information géographique de la mutualité sociale agricole. Et donc, il y a un certain nombre de données stats qui sont disponibles et il y a accessible à tout le monde les indicateurs quantiques qui ont permis de faire le diagnostic territorial de la mutualité sociale agricole. Et sauf erreur de ma part, mais Yoann devrait pouvoir confirmer, c'est indiqué, enfin, il y a vraiment un volet DTMSA disponible. Voilà, je suis désolée, en fait, je ne peux pas vous répondre beaucoup plus que ça sur les données stats parce que c'est pas là que je suis le meilleur quand même. Moi, je peux compléter effectivement sur GeoMSA. Je vous ai mis dans le chat justement le lien vers ce site en open data qui reprend toutes les statistiques issues du régime agricole dans toutes les composantes que je vous présentais au début sur la partie santé, famille, retraite, accident du travail, et aussi sur les données précises des 35 diagnostics qui sont regroupés au sein, vous verrez, d'un onglet qui s'appelle Diagnostics territoriaux, voire vous pouvez aussi vous-même produire un diagnostic territorial en fonction du bassin de vie de la commune, du département dans lequel vous êtes situé en grande région, et qui vous permet d'avoir des données très affinées sur justement l'implantation médecins généralistes, sur l'état de santé, le recours aux politiques de prévention des personnes en milieu rural. Et aujourd'hui, c'est des éléments qui sont pour plupart dans tous les régimes de protection sociale mis en open source. C'est vrai qu'on a cette particularité au sein de la MSA d'avoir en plus des données issues des travaux d'études et d'observation qui nous permettent d'avoir un outil simple d'utilisation, efficace, cartographiant facilement les données et qui vous permettra justement d'avoir un maximum d'informations. Voilà, je vois que vous l'avez déjà consulté, donc c'est parfait. N'hésitez pas à y aller pour ceux qui le souhaiteraient. Et puis si vous avez besoin d'informations sur l'utilisation également de ce site, vous pourrez revenir vers moi et on pourra tout à fait faire une petite approche et une petite formation rapide parce qu'il y a de la donnée, parce qu'il y a de la cartographie. C'est très riche. Des fois, on peut être un petit peu perturbé par la superposition des éléments, mais je pense qu'en termes d'éléments statistiques, vous y trouverez votre compte. Et je confirme, c'est un outil absolument génial, GeoMSA. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser une question? Ok, on va en rester sur le dernier, sur le vu génial. Une bonne synthèse, je trouve, de ces éléments-là. Ce que je vous propose peut-être, c'est de passer à l'intervention suivante. Suzanne, si on en est d'accord comme cela. Ça marche, on fait ça. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, je vous propose d'accueillir Dominique Jacques Jouvenot. Dominique qui nous rejoint et qui va bientôt apparaître sur vos écrans et qui va vous parler cette fois-ci d'une étude en cours. Bonjour Dominique. D'une étude en cours autour des motifs du suicide en agriculture. Dominique Jacques Jouvenot est professeur émérite de l'Université de Franche-Comté, professeur en sociologie au sein du laboratoire d'anthropologie et de sociologie, et qui travaille depuis l'année dernière sur un projet autour de la question des motifs du suicide en agriculture, et sur lequel justement qui a été appuyé ce projet par l'appel à projet national de la Caisse centrale autour des études et des recherches. Je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Dominique. Merci Johan, bonjour tout le monde, ceux qu'on ne voit, ceux qu'on ne voit pas. Je vais alors faire une intervention qui
qui porte sur une recherche, comme vient de le dire Johan, qui est bien moins avancée que celle qu'a présentée Hélène, puisque ça fait oui, un peu plus d'un an qu'on travaille sur la question. Donc, la demande, je vais intervenir sur les motifs du suicide en agriculture entre représentation du métier et rupture de transmission. La demande qui m'a été faite pour cette matinée insiste sur la démarche d'observation qualitative qui est adoptée à l'occasion d'une recherche en milieu rural. C'est donc évidemment dans cette perspective méthodologique que j'ai construit mon propos sur les motifs du suicide, sans pour autant évidemment négliger l'objet de l'observation. Mais pour le dire simplement, je ne vais pas ici donner des résultats de recherche. Je vais plutôt insister sur la démarche et sur peut-être les changements de cap, les changements d'orientation des choix théoriques ou empiriques d'ailleurs, qui découlent toujours de la confrontation dans toutes les recherches, de la confrontation du chercheur à un terrain. Et le terrain, je voudrais commencer par dire ça parce que je n'ai cessé de le répéter aux étudiants toute ma vie, parce que je pense que c'est important, donc je ne vais pas m'arrêter là. Le terrain, quelquefois, il nous force le bras, et il nous tire vers des orientations de travail qui sont quelquefois pas celles qu'on avait prévues avant d'y aller. Et moi, je m'efforce, en tout cas, plutôt que de lui résister à ce terrain, eh ben, il m'importe de me laisser guider, porter par la réalité empirique, ce qui me permet d'avancer plus justement, d'un point de vue scientifique, dans la recherche. Alors, tout d'abord, quelques mots sur l'observation. Pourquoi observe-t-on d'abord? On observe pour comprendre, pour ce qui est des chercheurs, et puis il est mieux encore de comprendre pour agir, c'est-à-dire pour donner éventuellement des billes à la réflexion avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le problème qu'on étudie. Mais quelques petits rappels importants. Une observation, elle ne tombe pas du ciel. Elle est, je sais pas, on nous commande une recherche, on nous demande d'intervenir sur telle ou telle question. Et là, en ce qui concerne le projet qui me concerne, c'est le résultat d'un appel à projet de la CCMSA auquel on a répondu en relation avec la MSA locale et puis mon laboratoire d'appartenance qui est le LASA. Johan l'a rappelé tout à l'heure. Donc, je dis simplement qu'une observation ne tombe pas du ciel pour bien qu'on comprenne bien qu'on est toujours dans un cadre, on est dans une société qui organise aussi la recherche. On n'est pas sur la Lune en train de réfléchir tout seul à ce qu'il en est du problème posé. On est toujours inscrit quelque part. Bon, là, et il est bon de le rappeler en général, parce que si on a un commanditaire public, c'est pas pareil qu'un commanditaire privé. Si on travaille tout seul dans son bureau, financé ou pas financé, enfin tous ces éléments-là comptent dans la démarche d'observation. Ça, c'est la première chose. Donc, resituer l'observation face à cette commande, ici, la CCMSA, je le répète.
une démarche qui combine des intérêts communs, à savoir ces intérêts communs qui vont produire ce que Jean-Pierre Darré appelle la connaissance pour l'action, et moi je tiens beaucoup à cette idée-là, c'est-à-dire que on produit de la connaissance pour ce qui est des chercheurs, mais en même temps qui n'est pas non plus délié des interrogations sociales qui existent dans le moment où on observe. Donc, une démarche qui combine des intérêts communs. La MSA, qui est évidemment, vous l'avez bien compris, un organisme de santé et qui intervient sur tous les aspects de la santé de la profession agricole, donc a un intérêt à comprendre la situation, la question du suicide en agriculture, et puis moi, en tant que chercheur, mon laboratoire, qui a fait à un moment donné pas de l'objet suicide, mais du milieu rural, un de ses axes de réflexion. Et puis, moi, précisément, cette recherche, elle s'inscrit dans mes travaux personnels que, d'une part, j'ai fait sur la transmission des patrimoines et des savoirs, mais aussi dans le cadre des enquêtes collectives que j'ai pu conduire, dont une sur la santé des agriculteurs en comparaison avec nos collègues québécois et suisses, et puis une enquête, pour revenir plus précisément sur ce qui nous intéresse ici, une enquête qui poursuivait cette grande enquête que j'ai conduite auprès de familles endeuillées et qui montrait, qui pour moi a été un résultat assez important, que la difficulté économique des exploitants agricoles n'était pas suffisante pour expliquer le passage à l'acte des exploitants agricoles. Donc, une enquête qui s'inscrit, pour finir là-dessus, qui s'inscrit dans un univers de connaissances sur le suicide, et notamment un univers statistique, puisque c'est le plus grand nombre de recherches sur le suicide, c'est vraiment des enquêtes statistiques, et puis des recherches et des enquêtes qualitatives, dont la nôtre, mais qui s'inscrit dans aussi un univers de recherche sociologique, psychologique, enfin en sciences humaines, historiques même, et dont on va tenir compte à certains moments de données de l'enquête, évidemment. Ces résultats, ils ont débouché sur deux hypothèses de recherche. Une première hypothèse de recherche que j'appelle la transmission des savoirs professionnels, qui consiste à dire que le critère économique fait écran a une difficulté qui est entretenue par les jeunes en formation avec certains savoirs scolaires. Je vous le fais en très vite. Quand j'ai enquêté auprès des familles d'endeuillés, tout ce qui ressortait, hormis des choses qui reviennent très régulièrement, qui est d'ailleurs un gros problème sur le suicide, on va y venir tout de suite, mais les familles qui me répondaient, puisqu'elles se présentaient souvent ensemble à plusieurs personnes, les parents et les autres frères et sœurs par exemple, bref, les enfants avec la maman si c'était le décès du papa, bref, ces personnes, donc ce tiers interviewé sur la question du suicide d'une personne de la famille, évoquait quasiment tout le temps la question du rapport à l'école. Du rapport à l'école des enquêtés, enfin, des suicidés, en disant de toute façon il n'aimait pas l'école, de toute façon, etc. Tout ça revenait en boucle,
et en même temps, les problèmes de comptabilité qu'avait rencontré le suicidé, etc. Il n'aimait pas faire les papiers, donc des choses très liées à un enseignement de comptabilité-gestion, ou à une maîtrise en tout cas des problématiques de gestion qui sont nécessaires à l'exercice du métier. D'où l'hypothèse, la première hypothèse que je posais et qui consistait à dire que les jeunes en formation sous-estiment certaines disciplines comme la compta-gestion et entretiennent ainsi une vision idéalisée avec le métier. Donc, cette idéalisation, elle est confrontée au vécu, une fois confrontée au vécu professionnel, elle produit un sentiment d'incompétence professionnelle qui peut conduire à des attitudes suicidaires. Voilà. Ça, c'est l'hypothèse qui a découlé de l'ensemble des recherches que je viens d'évoquer. Du coup, c'était l'occasion, dans cet appel d'offres CCMSA, de travailler sur cette hypothèse, d'aller voir plus précisément des jeunes en formation et les interviewer sur le rapport au savoir de ces jeunes en formation dans les lycées agricoles, dans les MFREO, c'est marqué A, mais c'est MFREO, maison familiale rurale, et puis auprès de jeunes ingénieurs dans un agrosup. Alors, on a donc identifié 4 lycées en allant enquêter auprès des jeunes qui sont plutôt au niveau BTS, parce que les BTA, enfin les bacs, les niveaux bacs, c'est plutôt une population qui dit toujours la même chose sur l'école, c'est-à-dire ici on n'apprend rien. Enfin bon, il y a tout un discours qui est partagé par des jeunes qu'on verrait dans d'autres lycées que dans les lycées agricoles, donc c'est pas très productif. Et puis ça les intéresse pas beaucoup de discuter des questions de représentation du métier à cet âge-là. Donc, on les interviewe plutôt dans les niveaux BTS, dans les différentes écoles que je viens d'évoquer. Il s'agit donc, dans cette enquête auprès des jeunes, de saisir les représentations que ces jeunes ont de la formation, du métier d'éleveur, puisqu'on travaille sur les éleveurs, du couple, de la famille, de l'argent, de la santé, du stress et du suicide. Et ça, par exemple, c'est un choix d'empoigner l'enquête avec les jeunes de cette manière-là, et non pas en leur disant on vient faire une enquête sur le suicide. Ça marche pas, parce que d'une part, c'est pas des préoccupations qu'ils ont qui les passionnent, hein, ça se comprend bien. Et puis d'autre part, la question du suicide, elle se pose pas comme ça, elle se pose pas toute seule. Et donc, on fait ce choix d'entrer par la formation et du coup, par les disciplines qu'ils préfèrent, ceux qui n'aiment pas, celles qu'ils ont investies, celles qu'ils n'ont pas investies du tout, pourquoi, qu'est-ce qu'ils aiment dans ce métier, bref. Est-ce qu'ils se voient installés avec une femme, sans femme, combien ils imaginent qu'ils vont gagner? Je passe sur les questions plus précises. En tout cas, tout ça pour saisir les représentations que les jeunes ont de leur métier avant d'être au travail. Et puis après, on les compare avec des représentations de jeunes installés pour voir si on est dans le décalage que moi je propose de mesurer, parce qu'il me semble que c'est là qu'on a un décalage entre une vision idéalisée du métier et le métier vécu.
l'enquête sur le suicide, alors excuse-moi Johan, il y a une diapo qui est passée avant, mais c'est pas grave, tu bouges pas, ouais, si tu veux. Enquêter sur le suicide, c'est un problème. C'est un problème très compliqué méthodologiquement, parce que je le disais, il y a une flopée d'enquêtes quantitatives qui nous disent beaucoup de choses, mais qui nous disent entre autres que le suicide est un phénomène multifactoriel. Phénomène multifactoriel, oui, alors bon, vous allez prendre, il varie avec la région où vous habitez, si vous êtes un homme ou une femme, si selon que vous travaillez avec votre mari, il varie selon que, enfin, il y a un tas d'indicateurs qu'on fait varier pour voir ce qui peut être explicatif du suicide des professionnels. Bon, moi je veux, alors nous on peut faire pareil, hein, on va retrouver les mêmes types d'indicateurs. Et puis une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit le suicide il baisse, il est fortement augmenté au moment de la crise du lait, après il y a une stabilisation. Voilà, on dit des choses qui ne sont pas inintéressantes, mais il y a un moment donné où il faut, enfin, en tout cas, quand on est chercheur, on a envie d'aller voir au-delà de ça. Hein. Et la deuxième chose, c'est que, alors ça, c'est aussi un enseignement du terrain, c'est que le suicide pour les professionnels est vraiment, et je pense qu'on peut déjà le confirmer dans cette étude-là, c'est pas la première fois, mais c'est un sujet tabou dans la profession. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est utilisé comme un enjeu de lutte, c'est-à-dire un enjeu de lutte ou de revendication avec l'État en disant le revenu des agriculteurs n'est pas assez élevé et on voit bien qu'il augmente, etc. Donc, c'est un enjeu de lutte, voilà. Et puis en même temps, quand on est sur le terrain et puis qu'on veut parler de cette question avec les professionnels, eh bien, c'est très compliqué. C'est-à-dire, on sent bien qu'il y a sur ce problème une incompréhension, ou en tout cas, mais que on est, en tout cas, quand on observe, on a l'impression qu'on aime mieux ne pas en parler. Voilà. Alors, du coup, quand on enquête qualitativement sur le suicide, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on recueille du discours auprès d'un tiers. On est toujours auprès d'un tiers. On n'a pas les suicidés en face de nous, par définition, pour répondre au pourquoi ils ont mis fin à leur jour. C'est d'ailleurs bien ce qui pose problème. Hein, c'est que les gens se disent toujours mais pourquoi, mais comment, on peut expliquer ça, etc. Et on se retrouve avec ces multifacteurs pour expliquer, pour tenter d'expliquer le pourquoi du comment. Nous, là, il nous a semblé beaucoup plus intéressant excusez-moi, il nous a semblé beaucoup plus intéressant de recueillir du discours, non pas sur le suicide, mais sur les difficultés, si vous voulez, sur les parcours des agriculteurs en difficulté. Et ça, c'est un changement, par exemple, de cap dans la mise en place de l'enquête. Pour une raison simple, puisque au-delà de cette première hypothèse sur les jeunes qui intéressait donc cette population des 25-39 ans, qui est une population qui est la plus touchée par le suicide en agriculture, on a aussi choisi d'enquêter auprès d'une population d'aidants
pour comprendre le suicide des personnes plus âgées, puisque c'est la deuxième population, la deuxième, ce sont les deux populations les plus touchées par le suicide en agriculture, c'est 25-39 et plus de 60 ans. Alors, enquêter donc qu'on enquête dans un cas comme dans l'autre, sur ces deux populations, c'est en fait recueillir du discours et l'analyser, mais c'est recueillir du discours des acteurs en considérant que ce ne sont pas, comme disent nos collègues américains, des idiots culturels. Les gens, ils ne sont pas plus bêtes que nous, ils pensent des choses, ils nous les disent avec leurs mots, et ce que l'on va analyser, c'est vraiment les mots utilisés pour essayer de comprendre en prenant les gens, ça aussi c'est une règle méthodologique, en tout cas c'est la mienne, en prenant les gens au pied de la lettre, c'est-à-dire comment disent-ils les choses, comment expliquent-ils avec leurs mots cette situation de suicide. Et qu'il s'agisse d'enquêter sur les parcours de formation avec les les futurs professionnels ou sur les trajectoires d'agriculteurs en difficulté, on va travailler de la même façon sur le discours, donc l'analyse, enregistrer les gens et travailler sur les discours tenus par les uns et les autres. Donc, la population sur laquelle on voulait travailler, qui était la population des plus vieux, on a transformé plutôt que d'aller voir là encore des familles d'endeuillés qui ont perdu un proche de plus de 60 ans, on s'est dit on va se retrouver à nouveau avec les mêmes discours. On s'est dit qu'on pouvait peut-être travailler sur le parcours des personnes en difficulté, sachant qu'il y a une association qui s'appelle Solidarité Paysans qui accompagne des agriculteurs en difficulté, en tout cas dont la mission principale est celle-là, et qu'on a rencontré avec la MSA, ainsi d'ailleurs que la FDSEA, mais qui est moins active, en tout cas qui n'est pas structurée aussi clairement sur ces questions de suivi des agriculteurs en difficulté. Donc, on s'est plutôt appuyé sur Solidarité Paysans. Et je voudrais dire là que, par exemple, avec eux apparaissent des nouveaux acteurs, que ce soit les Solidarités Paysans ou la FDSEA ou les jeunes agriculteurs, apparaissent de nouveaux acteurs qui participent à leur manière, de là où ils sont, au développement de la recherche. C'est-à-dire qu'ils font de la recherche, ils s'approprient la recherche qui est mise en place. Et du coup, moi, il me semble, alors on appelle ça de la recherche interventionnelle, pluridisciplinaire, enfin bon, il y a tout un tas de choses sur de la recherche-action, mais qui est peut-être le terme le plus approprié d'ailleurs, parce que je pense qu'une fois que que ces acteurs entrent en piste, parce que dans un premier temps, quand on fait le projet, Solidarité Paysanne n'est pas particulièrement nommée. On va dire vaguement les organismes agricoles, mais voilà, on n'a pas précisément. Là, on se retrouve avec des acteurs qui sont vraiment acteurs. Alors, acteurs, encore une fois, à leur niveau,
Solidarité Paysan, qui est une organisation donc, nationale et qui se répartit dans chacun des départements avec des associations départementales. Donc, on a rencontré là toutes les associations, tous les bureaux des associations. Puis après, on a décidé d'interviewer, mais c'est vraiment une idée qui est venue en discutant avec eux. C'est-à-dire, moi, ça, c'est pas. Vous voyez, si on parle de méthodologie, là, on voit bien qu'à ce moment-là, on réorganise la population d'enquête. On pensait aller interviewer dans des familles où il y avait des personnes de plus de 60 ans suicidées, et on se retrouve en train d'enquêter auprès des aidants, c'est-à-dire de paysans qui sont, dont la fonction est de travailler à Solidarité Paysanne gratuitement, bénévolement, pour aider, pour être auprès des agriculteurs en difficulté qui le demandent, c'est-à-dire ils répondent à moi, ce qui me semble être un appel au secours, enfin ce qu'on pourrait considérer comme un appel au secours quand on parle de suicide manqué, ben, c'est un appel au secours s'il y a en face quelqu'un qui réagit, enfin qui vous aide, et ben peut-être ça évite des situations, vraisemblablement en tout cas dans ce que je suis en train de comprendre, c'est très efficace pour éviter d'entrer dans le suicide. Et mon idée, c'est en fait qu'en interviewant les aidants, on va avoir accès, et on a déjà fait pas mal d'entretiens avec ces personnes-là, on va avoir accès à un ensemble d'indicateurs de souffrance. Hein. Je vous prends un exemple tout bête et qui était assez présent dans ce que j'imaginais, qui est le problème de la paperasserie, comme ils disent tous, comme on dit d'ailleurs tous un peu dans nos métiers. Hein. Eh bien, le fait de ne plus ouvrir son courrier est par exemple, enfin, ça c'est, je vous dis ça vraiment pour vous donner un exemple parce que j'ai pas tout décrypté les entretiens qu'on a fait, donc je peux pas vous le donner comme un résultat absolu. Mais ça nous apparaît comme un indicateur, un des premiers indicateurs de mal-être, de difficulté, qui va conduire à des situations d'isolement, etc. Bon. Donc, ça, par exemple, c'est un changement d'orientation sur la population étudiée, parce qu'il faut rester quand même assez confiant dans les enquêtes qualitatives. C'est-à-dire un des reproches qui est souvent fait, c'est oui, mais ça, c'est un peu vite fait. Ça ne vaut que pour la Franche-Comté. Ah ben oui, mais ça ne vaut que… On n'est pas dans la recherche de résultats statistiques, on est dans la recherche de la compréhension des comportements et des attitudes d'un certain nombre d'individus ou de groupes sociaux. Donc, il ne faut pas demander aux enquêtes qualitatives de faire du quantitatif ou aux enquêtes quantitatives de faire du qualitatif. C'est deux méthodes de recherche et d'observation qui sont différentes et qui sont souvent, évidemment, complémentaires. C'est pour ça que je disais, il est nécessaire de s'appuyer, évidemment, sur tout ce qu'on sait statistiquement dans les données relatives au suicide. Mais pour aller au-delà, c'est-à-dire dans la compréhension, Hélène a un peu évoqué des choses comme ça tout à l'heure aussi, hein, pour aller au-delà de cette
de cette objectivation des phénomènes sociaux, il faut aussi avoir accès à la compréhension, c'est-à-dire aux motifs. Quand on dit les motifs du suicide, c'est vraiment qu'est-ce qui se trame dans la tête des gens pour mettre fin à ces jours, et c'est pas quels sont les éléments du réel qu'on peut comprendre, en tout cas dans des démarches qui vont conduire petit à petit au geste fatal. Voilà. Donc ça, c'est une seconde hypothèse que moi j'avance à partir de mon travail plutôt sur la transmission. Et l'hypothèse qu'on fait sur cette population de plus de 58 ans maintenant, plutôt que 60 ans, c'est que la rupture de transmission est un problème tout à fait important dans cette problématique du suicide, c'est-à-dire que l'évolution de la profession étant ce qu'elle est, elle vit aujourd'hui une crise des successeurs familiaux qui est inédite et qui, à mon avis, met fin réellement à ce qu'on a appelé l'exploitation familiale, dans laquelle la transmission allait de soi en famille, et la transmission du patrimoine, et ceci n'allant plus de soi, on est face à une génération de cédants qui ne trouvent plus matière à transmettre leur patrimoine, et du coup qui se vivent comme des personnes qui rompent la chaîne des générations de professionnels, et qui sont du coup, enfin, qui vivent d'une certaine façon une culpabilité à ne pas pouvoir perpétuer ce dont ils ont hérité, c'est-à-dire à ne pas pouvoir s'inscrire dans ce qu'on appelle le cycle du don, qui consiste à donner, recevoir et rendre. Et quand on a reçu un héritage en patrimoine, on est censé le faire fructifier pour le rendre, c'est-à-dire que dans l'agriculture, on n'est jamais que dépositaire du patrimoine détenu. En tout cas, c'est ce qui fonde les relations sociales en agriculture depuis que l'agriculture familiale existe. Voilà. Et donc aujourd'hui, la crise des successeurs, elle conduit à une difficulté à transmettre. Donc cette difficulté à transmettre, moi, mon hypothèse, c'est que elle est très présente enfin, elle est à prendre en compte, en tout cas dans le suicide de ces personnes-là. Et pour ça, il faut aller voir. Est-ce que les gens ont des successeurs? Est-ce qu'ils n'en ont pas? Est-ce que ceux qui téléphonent parce qu'ils demandent de l'aide, pourquoi demandent-ils de l'aide? Est-ce que ça, c'est un des indicateurs qui vient ou pas confirmer une hypothèse? Parce qu'on est toujours dans les enquêtes qualitatives, on ne fait que de faire des hypothèses qu'on tente de vérifier, et on avance. Puis quand on a fini de vérifier celle-là, on en produit une autre. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le temps qui m'était imparti, mais l'intérêt, c'est l'intérêt de l'enquête qualitative, je trouve, c'est de pouvoir, donc, à partir de cette méthodologie, c'est de pouvoir produire de la connaissance pour agir. Agir, c'est d'abord, enfin, pour ce qui nous concerne, préconiser des choses en matière de prévention des actes suicidaires. Après, c'est pas à nous de mettre en œuvre, moi en tout cas, de mettre en œuvre cette prévention, mais il y a les structures
comme la MSA, comme les associations d'aide sont là pour ça. Hein. Enfin, moi j'espère. Voilà, j'espère que ça sert un peu à ça. Je vous remercie de votre attention. Excusez-moi pour ce petit problème de diapositive qui n'était pas toujours en calé. Excuse-moi, Johan, mais... Voilà. J'en porte une entière responsabilité aussi, rassure-toi. Merci beaucoup, Dominique, pour cette intervention et cette présentation. Vous l'avez vu, entre les aspects nationaux de priorité autour des enjeux de santé pour les personnes couvertes par le régime agricole et la concrétisation sur le terrain en Bourgogne-Franche-Comté, on est vraiment sur des parallèles et des liens, et dans toute politique sociale, une chose en alimente une autre. Et je crois que là, on est vraiment sur des travaux fondamentaux pour la compréhension des phénomènes qui nous amènent derrière, comme tu as pu le dire, Dominique, à faire le lien avec le quanti, qui nous donne de la statistique et de l'explication concrète en répartissant par filière, par région, les différentes origines des mal-être agricoles. Mais on est sur un sujet, en tout cas avec le lancement du plan national mal-être agricole qui était la semaine dernière, donc on est vraiment dans l'actualité. On est au cœur du sujet et qui en plus prend son implantation sur nos territoires. Alors je me tourne vers vous désormais, enfin je me tourne vers vous, toujours devant l'ordi. Est-ce que cette intervention et ces éléments vous donnent matière à réflexion, à questionnement, peut-être en lien avec vos pratiques professionnelles et les structures dans lesquelles vous êtes amené à travailler? Un long silence qui laisse planer des doutes. Donc, on le rappelle, hein, si vous souhaitez poser des questions ou intervenir, indiquez-le nous dans le module de discussion. C'est vraiment un sujet tabou, alors. Bien. Peut-être moi apporter des précisions aussi sur un appel à projet MSA qui, sur les travaux de recherche, a lieu chaque année et qui, à chaque fois dans son intitulé et dans sa démarche, reprend la thématique du mal-être comme étant une thématique prioritaire. Et c'est vrai que de nombreux travaux sont conduits actuellement sous des aspects également statistiques, notamment me vient à l'esprit un projet à Grenoble actuellement mené qui vise à justement analyser au plus près des données stats détenues par la MSA, les causes du mal-être et faire des liens entre la protection sociale et tout ce qu'il y a dans les bases de données avec justement ces questions-là. Il est 11h15. Je vous propose, si vous n'avez pas de questions et si vous n'avez pas de réaction à ces deux interventions, peut-être que je vous apporte une synthèse que je viens déjà un petit peu de faire, mais je sais que les sujets traités par le ROS sont habituellement, pour en avoir suivi déjà un certain nombre, beaucoup plus orientés quanti que Cali. Et c'est vrai que peut-être là, aujourd'hui, on est dans une démarche qui amène beaucoup de réflexions déjà dans l'approche qui est la nôtre sur les questions qui sont traitées et qui conduisent vraiment à nous emmener sur la santé en milieu rural, l'observation en milieu rural. On est sur une population en milieu rural et encore plus sur la population agricole qui a une approche et un recours à la santé qui est très particulière. Et c'est vrai que pour nous, c'est fondamental de chercher et d'essayer de comprendre dans toutes les composantes de la santé pourquoi aujourd'hui on peut avoir un recours aux soins qui est très inférieur. La présentation qu'a apportée Hélène sur ces sujets-là, des bassins de vie en tension qui sont certes
pas une nouveauté en termes de compréhension dans la construction territoriale de l'accès aux soins, mais qui, si on se positionne sur des populations qui ont un recours très éloigné à la santé, on le voit dans toutes les enquêtes qu'on mène aujourd'hui au niveau rural. On mène aujourd'hui une enquête sur les risques solaires en se disant, bah, tiens, oui, l'exposition au soleil des agriculteurs, est-ce que c'est un sujet? Oui, c'est un sujet, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément réfléchi et qui peut entraîner énormément de problématiques de santé derrière, type cancer, allergie ou autre. Et on voit bien le rapport à la santé qui est particulier, le rapport au corps. La question du mal-être, comme l'a développé Dominique, sujet tabou par excellence. Libérer la parole permet de mieux comprendre. Mais la libération de la parole, effectivement, elle passe par bon nombre de circonvolutions, d'attaques de travers, d'aller voir des partenaires qui travaillent avec des gens qui sont en souffrance. Et on ne peut pas l'aborder frontalement. Et on voit bien que ces sujets, ils sont très complexes, mais que du coup, une approche globale autour des questions de santé, les risques respiratoires aussi agricoles sur lesquels on travaille en fait partie, sont des sujets très peu connus. Et la population agricole, dans son approche santé, nécessite des démarches d'observation poussées dans la durée. Et c'est le sens des deux présentations qu'on a bien voulu vous faire ce matin. Et je remercie encore une fois Hélène et Dominique de leur disponibilité pour présenter ces travaux. Je resterai à votre disposition si vous le souhaitez, à la fois pour GeoMSA sur les questions statistiques, mais si aussi derrière, ça évoque pour vous des questions. Et je voulais vous remercier d'avoir participé à cette rencontre ce matin. Sauf si d'un seul coup, vous vous dites « Mais non, bien sûr, j'ai une question et j'ai très envie de la poser », c'est en quoi nous en serions ravis. Sinon, je passe la parole à Stéphanie. Alors, je regarde, je surveille en même temps le chat. C'est vrai que je pense que ce qu'a dit Johan Martin, c'est vrai que les présentations avec tout ce volet qualitatif nécessitent aussi peut-être de digérer. Donc, en tout cas, de digérer les présentations et que les questions viendront peut-être après. Donc, je rebondis sur ce qu'a dit Johan, c'est-à-dire qu'il y a une disponibilité aussi des intervenants, que ce soit Johan, Dominique ou Hélène de ce matin, vers qui voilà, vous pourrez vous rediriger si vous avez d'autres questions ou des besoins de compléments ou tout autre questionnement en lien avec ce projet ou les projets qui peuvent être menés sur leur champ de compétences respectifs. Donc, on a largement tenu dans les temps. Donc, s'il n'y a pas de manifestation, alors c'est vrai que les échanges sont peut-être moins facilités avec le fait qu'il faut passer par ce chat ou nous demander l'activation de vos caméras et de vos micros. Donc, il faudra peut-être, n'hésitez pas à nous faire un retour si c'est ça aussi qui peut vous embêter un petit peu sous ce format de Zoom. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je remercie encore Dominique, Johan et Hélène. Je remercie bien sûr tous les membres du réseau d'avoir participé à cette matinale. Et je lance donc un autre petit sondage, parce que voilà, on aime bien avoir la petite clôture avec le petit sondage, pour avoir un peu votre ressenti, voilà, plutôt sur l'aspect durée, à la fois des présentations et du coup sur la partie échange, voilà, n'hésitez pas à dire si vous trouvez, une étoile peut aussi justifier avec un petit commentaire dans le chat le fait que vous préfériez poser directement vos questions à voix orale et non pas les écrire. On laisse un petit moment. C'est Suzanne qui donnera le feu vert quand le sondage sera arrêté. On vous laisse encore 5 secondes pour répondre. Je mets fin au sondage. Stéphanie, je te laisse commenter. Tout à fait. Alors, très rapidement, hein, voilà, donc, sur la durée de présentation, il n'y a pas de sujet. Voilà, ça semble tout à fait, en tout cas, quasiment la totalité correspondre aux attentes. Hein. Et sur la durée des échanges, pareil, on est quand même sur quelque chose qui semble très satisfaisant et sur lesquels voilà, on est plutôt au fait. On a une personne voilà, qui, sur la durée des échanges, attendait peut-être autre chose. Donc, si cette personne veut étayer
dans le chat ou même nous écrire à la suite à nous, pilotes du réseau, que ce soit Rina Petrequin ou Stéphanie Di Filippo. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je vais donc, Suzanne, si tu peux juste faire un petit, voilà, je vais faire un petit focus sur le reste de l'année 2021 pour le réseau. Il y aura bien entendu une année 2022, mais pour l'année 2021, voilà, je rappelle le fait que notre prochain événement du réseau aura lieu le 14 décembre. Ce sera une visio flash d'1 heure autour des QPV, des quartiers politiques de la ville et des réalités de ces quartiers politiques de la ville. J'en profite également pour dire que donc on est en préparation du programme de travail 2022. Vous avez été sollicité via un questionnaire qui est clôturé. On a eu des retours et que, bien entendu, on est en train de tenir compte de l'ensemble de ces retours pour pouvoir vous proposer un programme 2022 du réseau qui soit riche, qui soit le reflet aussi de vos attentes, des sujets qui vous préoccupent ou des sujets sur lesquels vous travaillez. Donc, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à nous faire des retours, même des propositions, même si le questionnaire est terminé pour la programmation 2022. Rien n'est jamais figé dans le marbre. Et en tout cas, j'espère vous retrouver sur notre prochain